je pense que chacun va, de manière à ce que ce soit plus simple, peut-être, je vais présenter un peu les thèmes. L'idée générale, on a d'abord 1 heure et quart devant nous. L'idée, c'est de terminer vers 18h45, de façon à permettre à tout le monde de pouvoir avoir un peu de temps pour aller dîner ensuite, se Ouais. préparer à dîner, puisque personne ne va plus dîner à l'extérieur. L'idée était d'avoir plusieurs intervenants sur cette 1 heure et quart, en vous laissant quand même des temps pour les questions. Nous avons tous vu qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà commencé à écrire et je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Comme l'avait dit et l'a redit déjà plusieurs fois Christine, si on ne peut pas répondre à toutes ces questions d'une manière ou d'une autre, on y répondra à un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire peut-être plus tard dans une autre conférence, peut-être directement. Donc n'hésitez pas, posez les questions que vous avez. Et puis ensuite, donc il y a plusieurs intervenants qui vont à la fois vous présenter le cadre général, évidemment là je pense à Delphine Corlet, de la mise en place, qui est d'ailleurs déjà tout à fait très en cours, des plateformes TND. Autant d'ailleurs les plateformes TND qui sont déjà pour une part opérationnelles pour les plus petits, et puis peut-être un mot sur les plateformes à venir pour les plus grands, là les 7-12 comme on les appelle encore. Et puis surtout avoir un peu de retour d'expérience. Donc c'est pour ça que vous avez avec Amonge, avec, je vais pas tous les citer, avec Frédéric Amsalem, des gens qui vont vous parler, qui ont des plateformes. Alors moi aussi, hein, je coordonne une plateforme, enfin qui vont vous faire un retour d'expérience sur la mise en place de ces plateformes. Et puis et sur la place des différents intervenants. Et ça, c'est un élément important parce qu'il faut voir, c'est pas aussi simple que ça la façon dont ça marche, puisque c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Et puis c'est Diane Purpère, qui est professeure de psychiatrie de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Montpellier, qui un peu conclura toutes ces présentations en vous parlant de deux choses. De la mise en place d'un certain nombre de parcours, en particulier dans le lien avec les médecins libéraux et les médecins traitants, et puis des aspects de formation qui bien sûr m'intéressent moi aussi, parce que l'idée c'est pas de faire une conférence pour dire que tout va bien. Je pense que tous les intervenants sont d'accord. C'est compliqué en particulier pour le TND en général et pour le TDAH en particulier. Il n'y a pas des accès aux soins faciles partout. Les médecins ne sont pas toujours bien formés. Tout ça, nous le savons. On répondra à vos questions, il n'y a pas de problème, mais tout ça, nous le savons. Et l'idée, c'est de se dire, bon, on sait tout ça, mais ça ne doit pas rester comme ça et on va essayer d'évoluer. Et donc, les aspects de formation en font partie. À la fois d'ailleurs la formation académique, dans laquelle on est très impliqué, parce qu'il faut former les jeunes médecins pour qu'ils deviennent des anciens médecins qui ont été formés, ce qui n'a pas été le cas précédemment. Et il faut également former les médecins qui sont en place. On entend les enfants, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, et les médecins qui sont déjà en place. Voilà. Donc, sans plus tarder, maintenant qu'on est un peu plus nombreux, je passe la parole à Delphine Corlet, qui est donc de la délégation interministérielle à l'autisme dans les troubles du neurodéveloppement et qui a, pour une bonne part, vous le savez tous, largement porté cette réforme des plateformes et qui donc va vous en expliquer un peu la genèse, les contours et le cadre en général. Delphine, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Donc, Delphine Corlet, conseillère spéciale auprès de Claire Compagnon, la déléguée interministérielle à la stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Maintenant, on dit souvent stratégie autisme et autres troubles du neurodéveloppement. Et donc, effectivement, depuis les concertations autour de la stratégie nationale autisme, j'ai largement porté cette question du repérage précoce et on a créé ce forfait précoce et l'ensemble des éléments qui le constituent donc en 2018 et ça a été annoncé en 2018. Voilà pour ce qui me concerne très rapidement. Si on entend des bruits d'enfants et je m'en excuse, c'est potentiellement les miens. Et donc si je parle, je ne pourrai pas mettre en muet, donc vous entendrez potentiellement mes enfants et voilà, j'en suis tout à fait désolée, les circonstances font que c'est impossible de faire autrement. Christine, je vous laisse, je vous salue tous et merci de votre mobilisation aussi un 8 mai. Donc
c'est pas anodin. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au sujet. Merci Christine du partage de l'écran. Donc c'est désormais à moi voilà. de le faire bouger, c'est ça? Ok, donc Christine et Olivier, je vous fais confiance pour me dire d'accélérer quand je serai trop lente, ce qui est possible. Hein. D'accord. Donc la création du forfait effectivement date effectivement de 2018 et de la concertation autour de ce qui devait être initialement un 4e plan autisme et ce qui est devenu la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Il y a des sujets qui, dans cette stratégie, sont purement et spécifiquement tournés vers l'amélioration de la situation des personnes autistes. Et d'autres qui sont communs à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, en particulier la recherche, la formation et ces questions de forfait et notamment de repérage précoce, puisque avant le diagnostic, on ne peut pas dire quel est le trouble qui affecte l'enfant. Christine, j'ai un souci, c'est que je ne peux pas le faire défiler mon... Ah, ça y est, donc je vais pouvoir le faire. Ok. Donc le constat qu'on a fait qui a été à l'origine de la création du forfait d'intervention précoce, c'est le constat du retard au diagnostic. Des enfants étaient diagnostiqués très tardivement et ce que nous racontaient les familles était absolument terrible, avec des parcours chaotiques et beaucoup d'argent dépensé pour avoir des bilans qui n'étaient pas tous cohérents entre eux, avant de pouvoir enfin avoir une réponse à leurs inquiétudes et à leurs questions et avoir un parcours plus écrit. Donc un diagnostic tardif, c'est pour l'autisme, pour mémoire, hein, ça doit être stabilisé la plupart du temps entre 18 et 30 mois. Pour les autres troubles du neurodéveloppement, c'est très variable selon le trouble. C'est assez longitudinable hein, en fonction des acquisitions qui sont attendues des enfants et des difficultés d'acquisition par ces enfants. Mais tous sont marqués par un fort retard au diagnostic et donc les mêmes errances diagnostiques, les mêmes errances dans le parcours. Et pour les TDAH, c'est encore plus compliqué puisqu'on s'aperçoit que au-delà même du retard diagnostique, on a un sous-diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de situations où les enfants ne sont pas du tout repérés, ni même diagnostiqués. Donc c'est un commun à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, même si tous les troubles ne sont pas repérés ni diagnostiqués au même moment, et je le rappelle. Donc au moment de développer cette slide, je tiens cependant à rappeler que quand je fais cette présentation, j'ai souvent des professionnels de santé et des psychologues qui sont très heurtés par mes affirmations. Parce que eux, depuis longtemps et dans leur pratique quotidienne, repèrent, diagnostiquent et structurent le parcours de leurs enfants, des enfants qui sont dans leur patientèle et donc sont très choqués de me voir annoncer tout cela et comme si tous leurs efforts s'écroulaient quand j'indique que nous avons un parcours diagnostique qui reste chaotique. Donc oui, on a aujourd'hui dans les territoires des professionnels qui sont absolument excellents et qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie au service des enfants avec TDAH. Et on le sait, malheureusement, l'excellence individuelle ne remplace pas l'excellence collective et on a une défaillance collective. Et il était important que l'État aide chacun collectivement à faire mieux et plus pour les familles que Hyper-Super représente, notamment. Donc les premières lignes, et les témoignages des parents, et on avait encore des parents en ligne dans la précédente conférence Zoom qui le racontaient, sont absolument édifiants. Les premières lignes alternent dans leur discours entre des constats, une volonté de réassurance finalement, ne vous inquiétez pas, il prend son temps, il va y arriver, les enfants se développent à leur rythme, et c'est vrai, chaque enfant se développe à son rythme. Et on reviendra sur la notion de rythme et de repérage en parlant du guide de repérage, et un discours plutôt culpabilisant ou parfois un peu paternaliste, rappelant que c'est éventuellement un problème d'éducation, un problème d'environnement, et que si les parents étaient meilleurs, finalement, l'enfant irait mieux.
Donc ce discours-là, évidemment, fait beaucoup de mal. Il fait beaucoup de mal aux parents et il fait beaucoup de mal aussi aux professionnels que représentent ces professionnels qui les formulent, puisque évidemment ça ne représente pas l'ensemble de la profession, mais c'est quand même des discours qu'on entend. Et quand on parle un peu aux premières lignes, elles nous disent bon d'accord, on veut bien entendre qu'on fait pas suffisamment bien, on veut bien entendre qu'on fait mal, on veut bien entendre qu'on repère mal, mais on vous rappelle que on manque d'outils de repérage, ils nous l'ont beaucoup répété, que les outils qui étaient à leur disposition ne permettaient pas de distinguer entre un enfant qui se développait effectivement à son rythme, même s'il y avait un écart qui était un peu plus inhabituel par rapport à des moyennes, et des enfants qui sont effectivement avec un écart inhabituel de développement qui nécessite d'engager un parcours auprès de professionnels de santé et les psychologues. Donc ils ont souligné ça, et ils soulignaient que ça n'était pas anodin de confirmer un doute auprès des familles quand elles viennent les voir et qu'elles disent mon enfant est différent, mon enfant a des difficultés, je suis inquiète. Ça n'est pas anodin de dire je suis inquiet aussi avec vous. Et donc, il soulignait régulièrement, une fois que j'ai confirmé le doute, il est inadmissible pour moi de laisser patienter les familles. Il est inadmissible pour moi, professionnel de santé, de confirmer qu'il y a un doute et de ne pas leur donner un numéro de téléphone qui va répondre immédiatement, de ne pas leur donner un parcours, de même pas être en situation de leur donner un flyer en leur disant voilà ce que signifie mon doute. Et donc, des professionnels qui parfois nous disaient face à mon propre doute, et dans l'incapacité à orienter rapidement une famille, dans un certain nombre de cas, je préférais rassurer. Donc, voilà un peu la situation des premières lignes. Et donc, face à ce constat, un impératif qui était de structurer le parcours de repérage. Alors, il faut que je passe à la slide suivante. J'ai déjà, je pense, mangé 5 minutes à parler de cela. Alors, je ne parviens pas à passer la... 7 minutes, manger simplement 7 minutes, donc ça va. Je ne parviens pas... Ah, ça y est. Alors, par rapport à des deuxièmes lignes, encore une fois, je rappelle qu'il y en a des excellentes, des deuxièmes lignes qui ne sont pas forcément les plus appropriées par rapport au profil de l'enfant. En fait, l'enfant arrive à une prise en charge qui dépend de la porte d'entrée. Si la première ligne a orienté vers le CNPP, bah, ce sera le CNPP. Si la première ligne a orienté vers le CNP, bah, ce sera le CNP. Et finalement, aucune interrogation sur savoir si ce sont les lignes les plus pertinentes ou si la ligne d'à côté est plus adaptée au profil de l'enfant santé. Les parents auxquels on renvoie au trouble de l'attachement, ça on l'a beaucoup entendu, et qui donc du coup recommencent un parcours en plus en défiance vis-à-vis des soignants qui leur ont dit que c'était un problème relation parent-enfant quand c'est dû à un autre trouble, avec une absence d'investigation supplémentaire et des bilans qui ne sont pas faits, et quand ils sont faits, pas coordonnés. Des familles qui ont des bilans qui se contredisent en plus. Donc, dans ces cas-là, c'est absolument catastrophique parce que la famille ne sait pas à quel sein se vouer. Il faut que je passe le slide suivant et je n'y parviens pas, Christine. Je vous laisse le faire. Voilà, ça y est, t'as paru. Donc, persistance d'intervention inadaptée, je ne vais pas développer, hein, mais on est toujours dans une absence de précocité, etc. Mais surtout des droits qui sont insuffisamment respectés. De droit à des interventions adaptées, droit à la communication des comptes rendus de bilan, ce qui parfois encore manque, des parents qui sont écartés des séances, y compris de séances de psychomotricité, alors même qu'ils devraient pouvoir rentrer à la maison en étant en capacité de comprendre ce qui permet à l'enfant de mieux se développer, et des interventions qui devraient, dans la majorité des cas, être mises en œuvre dans les milieux de vie de l'enfant et qui ne le sont pas. Donc, on va passer à la slide suivante. Et donc, dans la slide suivante, normalement, c'est une triple peine pour les parents, avec des inégalités sociales accrues. Hein, ceux qui sont en capacité de payer pour avoir les bilans en libéral, et ceux qui sont en situation d'attendre dans les files d'attente de ligne 2 souvent débordées, des parents qui sont obligés de cesser leur activité professionnelle pour partie, des parents qui sont laissés avec des diagnostics mais sans guidance dans la foulée pour faire face à ce diagnostic, ou même en amont du diagnostic, et
Alors le pire, ce sont les informations préoccupantes et on a des situations qui nous remontent au niveau national et Christine s'en fait l'écho, alors même qu'il y a un diagnostic ou même avec des diagnostics erronés. Voilà, donc et des parents qui sont séparés de leur enfant alors que l'enfant a un trouble qui nécessite plutôt la présence du parent et son accompagnement. Christine, je compte sur vous pour continuer à défiler et je vais parler plus vite. Il reste 5 bonnes minutes. Bon, bah ça va aller. Donc le forfait précoce, c'est un nouveau droit, un nouveau mode d'organisation et des exigences inédites de qualité des pratiques. On va passer à la slide suivante. Le nouveau droit, c'est quoi? C'est que les professionnels libéraux, que sont les ergothérapeutes, psychologues et psychomotriciens, qui pratiquent en libéral pourront être payés pour des séances de bilan et des séances de bilan et intervention pendant une durée d'1 an pour accompagner les enfants dans cette période de bilan et diagnostic. Et évidemment, on sait qu'il ne faut pas attendre d'avoir un diagnostic fonctionnel, complet, stabilisé pour commencer les interventions. Les interventions participent du diagnostic, puisque l'évolution de la trajectoire, je laisserai les professionnels développés, mais de l'enfant témoigne de l'existence du trouble ou non. C'est un financement par l'ONDAM de ville. Alors c'est un peu techno de le dire, mais ça n'est pas anodin, puisque ces 3 professionnels n'étaient pas conventionnés avec l'assurance maladie, donc on n'avait pas les moyens de les payer en dehors de en dehors des structures de ligne 2 et des hôpitaux. Donc maintenant c'est le cas, et avec évidemment une souplesse, puisque tout enfant qui est repéré n'a pas besoin de ces 3 professionnels. C'est selon le profil qu'il faut mobiliser les professionnels, mais pour une année, si un enfant nécessite l'ensemble des 3 professionnels, ça peut atteindre une somme qui n'est non négligeable, puisque c'est à l'heure actuelle 3 300 €. Christine, je vous laisse défiler, hein. Donc je vais pas aller je vais pas commenter cela, vous l'aurez dans le PowerPoint, mais évidemment on prévoit un certain nombre de séances minimum avec une durée minimale, mais ces durées de séances peuvent varier et le nombre de séances peut varier selon les besoins de l'enfant, et ça c'est aux plateformes de le déterminer avec les professionnels concernés. C'est un nouveau mode d'organisation, parce qu'évidemment à payer comme ça, on n'allait pas résoudre la question qui était initiale, c'est-à-dire on a un retard au diagnostic et les parents ont des parcours complètement chaotiques, puisque c'est pas en payant à droite et à gauche qu'on crée un parcours. Donc l'objectif était bien de créer un parcours. Créer ce parcours, ça veut dire quoi? Donner l'outil aux premières lignes, un guide de repérage des écarts, des premières lignes qui sont responsabilités avec ces outils, et toutes les premières lignes, PNI, médecins généralistes, pédiatres, médecins scolaires, médecins de crèche, et j'en passe, peuvent remplir l'outil de repérage, le financement du forfait, un formulaire d'adressage unique. On va le numériser progressivement, il est déjà en ligne, mais voilà, on va essayer de l'intégrer dans les systèmes d'information, et des professionnels de la petite enfance qui vont être sensibilisés spécifiquement. Je vous laisse défiler, hein, Christine, parce que je n'ai pas la main manifestement sur l'écran. L'allumage. Moi, il y a longtemps que c'est passé. Ah, d'accord. Et donc, ce nouveau mode d'organisation oblige quelque chose, c'est que toutes les structures de ligne 2 sur un territoire soient coordonnées, avec des obligations de délai. Une fois qu'on a repéré le parent, on ne laisse pas l'enfant, on ne laisse pas la famille en attente. On doit respecter un certain nombre de délais pour lui apporter une réponse et orienter son enfant. On est dans l'obligation de respecter le choix du parent, obligation de respecter évidemment les recommandations de bonne pratique professionnelle éditées par la Haute Autorité de Santé. On ne paye pas ce qui n'est pas validé scientifiquement, et une obligation d'organisation de réunions de synthèse et de transmission des comptes rendus. Voilà, je vais passer à la slide suivante, ce qu'a fait manifestement Christine depuis un moment, et des exigences de qualité, c'est-à-dire les plateformes qui sont autour de la table, numériques s'entend, ont été désignées par les ARS à la condition d'un certain nombre d'exigences qualité et de maîtrise des recommandations de bonne pratique, bien entendu, une capacité à mettre en œuvre une guidance parentale,
Voilà, une capacité aussi à fédérer l'ensemble des lignes 2 autour du parcours de l'enfant. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc c'est là où on a créé les plateformes. C'est-à-dire, on a une belle dynamique. Les porteurs de plateformes que je rencontre sont extrêmement conscients des enjeux avec cette responsabilité populationnelle sur leur territoire. Il y a un territoire, un ensemble de lignes à coordonner pour faire en sorte que le parcours des enfants repérés soit fluide et structuré pendant cette année de forfait précoce. Les premières lignes se saisissent progressivement de l'outil de repérage, même si c'est beaucoup plus progressif, et des ARS qui sont très mobilisées jusqu'à récemment, évidemment. Aujourd'hui, elles sont sur le front du Covid et on le comprend bien, avec des territoires extrêmement divers, une densité médicale variable, des géographies qui peuvent être complexes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vais passer la parole assez vite maintenant à Anne Monge, donc qui pilote la plateforme de l'Isère. On est plus dans une mise en œuvre territoriale que dans un pilotage national centralisé. Vous avez ici une carte des plateformes qui sont ouvertes. Elle est en ligne sur le site internet du ministère. Donc on visait avant la crise du Covid à une ouverture de l'ensemble des plateformes à la fin du 3e trimestre 2021. Ce sont ces plateformes qui payent les professionnels ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues. Donc, ils ne peuvent pas déclencher un forfait à eux tout seuls. Donc, si sur votre territoire, vous n'avez pas de plateforme, ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie pour les actes qu'ils le font auprès de votre enfant. Quelques interrogations qui ont été rappelées à moult reprises. Les plateformes sont des plateformes troubles du neurodéveloppement. Ce ne sont pas des plateformes autisme et seulement autisme, ce ne sont pas des plateformes autisme et troubles du neurodéveloppement, ce sont des plateformes troubles du neurodéveloppement. Elles ont en charge cette phase du parcours où on ne sait pas si l'enfant a un autisme ou pas. Donc, elles sont tout troubles du neurodéveloppement. Et elles peuvent accueillir d'autres diagnostics. Des enfants qu'on repère avec une suspicion de troubles du neurodéveloppement, à l'issue du parcours diagnostique, on va peut-être considérer que c'est autre chose. Et ça, cette possibilité-là, elle doit être envisagée aussi. Il ne s'agit pas d'un diagnostic, il s'agit de prendre en compte tous les écarts individuels de développement. Donc la création de ces plateformes ne remet pas en cause l'idée essentielle qu'un enfant doit avoir un diagnostic fonctionnel nosographique qui détermine, au regard de son profil, les interventions adaptées. Mais on n'attend pas ce diagnostic pour intervenir et pour accompagner les familles. Et on doit finaliser le déploiement du dispositif avec la définition de l'expertise spécifique des psychologues. Et je laisserai les membres du groupe de travail raconter ce qui s'y est passé. Les plateformes ont énormément de sujets juridiques, techniques, financiers. Donc on essaye d'y répondre progressivement avec des administrations qui aujourd'hui sont un peu sur d'autres fronts. Et évidemment, c'est un dispositif qu'on a voulu France entière, mais d'ores et déjà, on accumule une expérience et on va devoir évaluer les difficultés et réussites et adapter le dispositif. Je passe. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a ce forfait et on continue à considérer qu'on va déployer des plateformes 0,7 sur l'ensemble du territoire, donc en charge de ce parcours. Mais le président de la République a fait l'annonce de la création d'un forfait 7-12 lors de la CNH de février 2020. Donc, les travaux vont démarrer. On va bien sûr prendre compte de l'expérience acquise sur le 07, mais il y a des différences. Il y a des différences sur le repérage qui se fait souvent à l'école, des enfants qui ne rentrent pas dans les apprentissages ou qui ont énormément de mal avec les règles de vie collective imposées par l'école, des différences de besoins. Les enfants n'ont pas le même âge, ni les mêmes troubles, ou en tout cas pas avec la même sévérité, pas avec les mêmes combinaisons de troubles. Donc évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes, et la construction du parcours n'est pas forcément la même, avec des lignes 2 qui pour le 07 sont extrêmement mises en avant, et qui pour le 7-12 pourraient être plus en retrait. Donc c'est un chantier nouveau.
qui doit s'articuler autour d'une meilleure structuration du parcours pour les TDAH, puisque comme vous le savez, les TDAH sont effectivement un trouble du neurodéveloppement, et en France, on a un retard dans la structuration de l'ensemble du parcours, donc on a cette brique de base maintenant qu'on structure sur le repérage, mais une fois qu'on a repéré, encore faut-il avoir les soignants qui soient formés, et Diane Pfeffer le développera, et qu'on ait repéré dans les territoires les professionnels qui sont en capacité d'accompagner ces enfants. Voilà, voilà. Je termine sur ce sujet, sur cela. Je vais passer tout de suite la parole à Anne. Je laisse les animateurs m'alerter s'il faut que je réponde tout de suite à des questions. Ou alors je pense que peut-être on peut passer la parole à Anne, très bien, ça fait le lien. Merci beaucoup pour avoir tenu le temps, c'était pas facile, mais c'était vraiment pas mal. Et donc Anne Monge qui du coup porte une plateforme dans l'Isère, à Grenoble, qui a donc en plus comme la région Rhône-Alpes était pilote, elle a vraiment un retour d'expérience plus que beaucoup d'autres. Et donc voilà, je passe la parole directement au docteur Anne Monge. Anne, merci Olivier. Merci à Christine, merci à tout le comité stratégique. Donc effectivement, et bonjour à tous. Alors je ne vous vois pas les participants, mais c'est un exercice un peu particulier. On m'a demandé de vous faire un retour très concret, alors en même temps très jeune, puisque la plateforme n'a jamais que 8-10 mois. Donc et en plus, en période de Covid, on est quand même un petit peu entre parenthèses. L'idée étant de vous montrer comment on est passé du cadre un peu théorique, en tout cas nationale, de la commande nationale à la pratique sur le territoire de l'Isère. Donc je vais essayer, moi, de vous montrer mon propre diaporama. J'espère que ça va marcher. Ça marche. Ça marche, mais il faut remonter en arrière. Voilà, on va y arriver. Donc, je suis médecin coordinateur de la plateforme de l'Isère et donc j'ai travaillé sur le projet depuis février dernier. La plateforme, en fait, elle a la particularité d'être coportée à la fois par un réseau de santé qui ne pouvait pas en tant que tel être porteur parce que nous ne sommes pas établissement de santé, et on s'est associé au centre hospitalier Alpes-Isère, qui est le centre de pédopsychiatrie de l'Isère, pour pouvoir coporter cette plateforme sur l'Isère. L'Isère, c'est un grand territoire, donc il a fallu identifier tous les partenaires, parce que ce qui a été dit très clairement par Delphine, c'est qu'effectivement, il y a un énorme travail, en fait, inaugural sur l'animation des ressources qui existent, et ça ne peut pas se faire tout seul dans un coin. Enfin, la plateforme ne se décrète pas, la plateforme ne s'invente pas, c'est vraiment le travail collaboratif de l'ensemble des structures de niveau 2 et de niveau 3. Ça fonctionne depuis février. On a un comité de pilotage qui est vraiment interinstitutionnel, qui nous a permis de penser les choses en amont, de réfléchir pour voir comment on pouvait décliner les choses en Isère, avec des territoires qui ne sont pas toujours les mêmes. On a des territoires montagneux, on a des zones géographiques assez différentes. Voilà, donc il y avait pas mal de choses à penser en amont. Et on a associé dans ce comité de pilotage, bien sûr, tous les CAMS, quelques CESAD, le CMPP, alors il se trouve qu'on en a qu'un en Isère, bon, puis qui n'a pas forcément suivi pour l'instant la dynamique, mais on espère les retrouver. Le réseau Anaïs, qui existait déjà depuis longtemps et qui permet d'associer pas mal de libéraux. La PMI, bien sûr, les médecins de l'éducation nationale, le CRA, le CRTLA, les services hospitaliers. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde autour de la table, et je dois dire une dynamique qui était vraiment très favorable. Alors juste pour vous dire qu'actuellement on est en train de signer la convention constitutive, mais à ce jour on a déjà donc débuté effectivement l'activité depuis juillet dernier. On a déjà, alors on a vous savez que pour les libéraux, il faut signer une convention, je reviendrai dessus, c'est-à-dire que les libéraux qui souhaitent travailler avec la plateforme s'engagent dans une convention en disant qu'ils vont respecter les recommandations de bonne pratique, ils vont faire des comptes rendus écrits, qu'ils les donneront aux familles et qu'ils seront payés avec le forfait précoce sans reste à charge pour les familles. À ce jour, on a 33 psychomotes qui se sont engagés, 13 ergothérapeutes, 10 psychologues, neuropsychologues. Alors, pas mal de psychomotriciennes. La PCO, pour l'instant, c'est 0,7 ans. Les ergothérapeutes, en Isère, en tout cas, n'ont pas tout de suite vu comment elles allaient pouvoir participer sur cette tranche d'âge. Elles font pour beaucoup, enfin, en tout cas, il y en a peu qui s'étaient engagés sur tout ce qui était bilan sensoriel. Donc, voilà, ça explique qu'elles ont mis un peu plus de temps à s'engager, mais la dynamique est entamée. Et on a reçu à ce jour 153 dossiers. Globalement, un tiers, donc il faut de la pédagogie, il faut expliquer ce qu'est une PCO et ce que ce n'est pas. On a quand même un tiers des dossiers qui étaient des dossiers soit incomplets, soit qui ne correspondaient pas du tout aux critères.
Mais par contre, voilà, il y a 77 dossiers validés. On en a reçu encore 30 là depuis 1 mois et demi. On est en attente parce que malheureusement, c'était difficile de donner des délais sur des bilans là dans la période de confinement. Et sur les 77 dossiers qui sont déjà validés, alors ça veut dire qu'une fois qu'ils sont vus à la plateforme et qu'on valide les recommandations avec le médecin habituel de l'enfant, après il faut les mettre en œuvre. Donc il y a un petit décalage entre la validation du dossier, bien sûr, et les premiers bilans. On a des délais légaux, ce que disait Delphine tout à l'heure, qui sont malheureusement quand même parfois difficiles. Alors, le contact avec la famille, la validation du dossier, c'est quelque chose qui se fait assez facilement, mais après, pouvoir garantir des bilans dans un temps très court, puisque c'est 3 mois, ça reste quand même dépendant à la fois de l'offre de soins en institution, enfin en centres médico-sociaux et puis à l'hôpital et dans les CAMS. C'est ça, ces places-là, on les invente pas du jour au lendemain. Et puis du nombre de libéraux que vous avez sur un territoire. Donc encore une fois, ces délais, ils sont de toute façon impactés par l'offre de soins. Mais globalement, il y a une dynamique qui vraiment s'est mise en œuvre et le fait de pouvoir répondre aux familles, d'avoir une première réponse, de pouvoir échanger sur les symptômes, etc., c'est déjà un début de parcours. Alors pour vous dire, en Isère, c'est vrai que quand on a commencé, on a tous fait le constat qu'on fait tous partout, dans tous les territoires. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau du repérage, c'est quand même un joyeux bazar. Et que en fonction du professionnel que vous allez vous rencontrer, on va vous envoyer à droite, à gauche. Parfois on ne sait pas, parfois on vous rassure. Et je dois dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de structures. On ne peut pas dire que ça manquait de structures, mais parfois des indications qui n'étaient pas les mêmes, des prises en charge qui n'étaient pas les mêmes. Il y avait un gros travail à mener. Donc on a travaillé, ce que je vous disais, depuis février dernier. Il y a un comité de pilotage qui s'est réuni très régulièrement pendant 6 mois et on est arrivé à la conclusion que nous allions fonctionner donc avec l'ensemble des structures partenaires sur un protocole assez type qui est à la fois la déclinaison du cahier des charges national et puis ensuite des adaptations qu'on a apportées dans nos territoires. Globalement, quand il y a un signe de repérage, quel que soit le professionnel, que ce soit un professionnel d'une structure petite enfance, à l'école, enfin, l'idée c'est qu'il puisse alerter la famille ou en tout cas simplement informer la famille qu'il y a des choses qui l'interpellent. Et jusqu'à maintenant, beaucoup de professionnels nous disaient une fois que j'ai repéré, je ne sais pas très bien quoi faire. Donc là, c'est assez facile en fait, grâce au carnet de repérage sur lequel je vais revenir, de pouvoir dire il y a un élément, il y a un document qui est national, qui est extrêmement clair, facile. Je vous encourage à voir votre médecin, il va pouvoir le remplir avec vous et voir si effectivement ce que je ressens est confirmé ou pas. L'idée, c'est qu'il y a un examen clinique, donc le médecin reçoit la famille, remplit ce carnet de repérage. Moi, je souhaiterais qu'il soit dans tous les carnets de santé et qu'on n'attende pas les signes pour le remplir, mais qu'il soit bien dans les carnets de santé et que tous les examens systématiques donnent lieu au remplissage de ce carnet, parce que je pense que c'est vraiment un excellent outil de repérage. 2 solutions, soit vous n'avez pas de signe d'alerte, alors je vais vous le montrer après. Vous avez un carnet de repérage par âge. C'est vraiment des choses très très simples à remplir avec la famille. Ça permet un dialogue assez facile. Donc vraiment, on peut plus nous dire qu'il n'y a pas d'éléments et qu'on ne sait pas faire. Et si vous avez des signes d'alerte qui sont pour les 0-3 ans, 2 signes d'alerte dans 2 domaines de développement, ou pour les 4-6 ans, alors c'est un peu plus technique, mais 3 signes d'alerte dans les différents domaines de développement, à ce moment-là, et c'est clairement identifié, vous pouvez alerter la plateforme, et l'idée c'est que ça instaure d'abord un dialogue avec la famille, que vous puissiez en échanger, que le médecin puisse dire en quoi il est inquiet. Moi, je propose aux médecins, une fois qu'ils ont rempli et qu'ils ont des signes d'alerte, que par pitié, ils ne nous envoient pas le document le soir même sans avoir trop dit à la famille ce qu'ils attendaient, et qu'ils revoient la famille 1 mois après. Pendant cet intervalle, nous, on propose que la famille remplisse un questionnaire, sur lequel je vais revenir après, dans lequel ils vont détailler des données administratives, mais surtout, on leur pose des questions sur ce qu'ils voient de leur enfant, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, pour que ça puisse leur permettre d'avoir un dialogue un peu plus construit avec le médecin, de les revoir donc au bout d'1 mois. Et au bout d'1 mois, nous, on a fait le choix de demander un examen clinique, des éléments cliniques un petit peu complémentaires, parce qu'il est difficile à la plateforme d'évaluer un dossier si on n'a pas un minimum d'antécédents, d'examens cliniques, etc. Le dossier, il est rédigé, c'est-à-dire que les médecins ne sont pas dans l'embarras de nous dire je ne connais pas, on leur pose des questions, ils font juste défiler les questions, c'est relativement bien accueilli par les médecins qui nous disent quand même qu'effectivement c'est du travail, mais encore une fois, dépister et accompagner une famille dans le cas du neurodéveloppement, je pense que c'est effectivement du travail et ça c'est incompressible. Bon, et puis dans le cas où le carnet de repérage n'indique pas de signe d'alerte, on continue la surveillance. Alors le carnet de repérage, ça ressemble à ça, donc en fait vous avez une page par tranche d'âge et vous remplissez en fonction des questions oui, non, et si vous avez donc
2 ou 3 noms en fonction de la classe d'âge, vous interpellez la plateforme. Il y a 2 pages qui sont assez essentielles. Alors tout ça n'est pas très lisible, mais vous pouvez le télécharger sans difficulté. Ce sont les 2 premières pages qui notent en fait des facteurs de risque de troubles du neurodéveloppement et puis tout ce qui est comportement particulier, instinctuel, tout ce qui est profil sensoriel, etc. Ces 2 pages sont assez rarement remplies. Et pourtant, elles sont essentielles. Donc ça, voilà, on est obligé souvent de réinterpeller parce que c'est souvent un petit peu passé comme une introduction qui serait pas tout à fait nécessaire et qui est pourtant assez essentielle. Donc je vous le disais, si jamais le carnet de repérage est en faveur d'une suspicion, ça ne fait pas le diagnostic, ça ne signe pas un trouble, c'est juste de dire attention, dans ce développement, dans cette trajectoire développementale, il y a des choses un peu atypiques sur lesquelles il faut se pencher. Donc à ce moment-là, le médecin nous renvoie le dossier avec accord de la famille, avec donc le carnet de repérage qui permet juste le repérage, plus le dossier médical et le questionnaire des parents. Le retour, nous, on va les contacter. Dès qu'on reçoit tout ça, on les contacte pour savoir ce que les parents ont compris ou pas de la plateforme. C'est quelque chose d'un petit peu abstrait, la plateforme. C'est que vous envoyez votre dossier. Pour certains parents, c'est l'impression qu'on va faire un dossier de financement et c'est pas tellement l'impression qu'on va faire des bilans. Pour d'autres plateformes, ça veut dire truc magique où il y a 500 personnes derrière et donc vous aurez une réponse en 2 mois un peu magique. Donc voilà, il est nécessaire d'avoir un premier contact téléphonique avec ces familles. Si jamais il y a besoin, au vu des éléments du dossier, alors nous, 3 cas de figure, soit les choses sont très claires, on va confirmer avec le médecin la nécessité de tel ou tel type de bilan, donc on répond au médecin et à la famille que tel et tel type de bilan effectivement sont nécessaires. En fonction des souhaits de la famille, certaines souhaitent s'orienter directement vers une structure médico-sociale, d'autres pas. Parfois, elles ne veulent que des soins libéraux. On va les orienter. Quand on les oriente vers des libéraux, on transmet au médecin la liste des professionnels qui sont conventionnés et on invite la famille à revoir le médecin pour justement faire le choix du professionnel en fonction du lieu de vie et surtout de pouvoir aider les familles à appeler, à avoir les rendez-vous. C'est le médecin qui reste le pilote, c'est-à-dire que la plateforme épaule, mais c'est bien le médecin qui, avec notre appui, va rester au centre de la coordination. J'y tiens parce que je pense que si les parcours ne sont pas coordonnés et si on n'apprend pas par compagnonnage à nos collègues médecins à faire cette coordination, les parcours resteront compliqués, incohérents. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Et puis ensuite, parce qu'il y a une donnée technique très simple qui est qu'il y a trop de dossiers pour que tout soit vu et géré, bien sûr, par la seule plateforme. À 6 mois, il y a un bilan qui doit être fait avec les familles. Donc, c'est un bilan soit en réunion physique pluridisciplinaire, soit en ce moment, tout se fait par Zoom, voilà, pour que ces réunions, on puisse avoir tout le monde autour de la table, y compris la famille, bien entendu. On fait une synthèse de ce que l'on a pu voir. Donc, c'est beaucoup des synthèses de bilan et de diagnostics fonctionnels et on détermine ce qu'on va faire pour les 6 mois qui suivent. Est-ce qu'on pense qu'il faut monter un dossier MDPH? Est-ce qu'il faut penser à la question du dossier pour l'école, AVS ou autre? Est-ce qu'il faut faire d'autres bilans? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées? Comment ça va avec la famille, à l'école, etc. Donc, c'est vraiment un temps de synthèse important. Ça fait l'objet d'un compte-rendu type qui est donné à la famille. Et on doit déclencher, bien entendu, le parcours ne durant qu'un an, c'est court. On doit tout de suite commencer à penser s'il faut un dossier MDPH et l'engager si jamais il doit être fait. On s'approche de la conclusion. Voilà. Donc voilà, je vais vous dire clairement mon retour, mais qui n'est bien sûr que c'est expérimental puisque ça ne fait que 8-10 mois. Donc l'avantage des PCO clairement, et je remercie Delphine et toute l'équipe de la stratégie qui vraiment nous aide, ainsi que les ARS, c'est vrai que c'est essentiel. Ça a permis ce que je n'avais pas vu depuis, enfin voilà, qui manquait, c'est une vraie dynamique territoriale sur l'ensemble des structures de niveau 2 et niveau 3, c'est-à-dire que là tout le monde doit se mettre autour de la table. Il n'y a plus d'histoire autour des recommandations de bonnes pratiques, c'est devenu non négociable et ça nous permet quand même de gagner du temps dans pas mal de discussions. Il y a une mobilisation très importante des libéraux en Isère, mais c'est vrai que ça c'est l'avantage d'avoir fonctionné en réseau de santé depuis 10 ans maintenant. Et clairement, le fait d'accompagner les médecins, c'est un plus, mais c'est un plus qui va se faire sur du long terme, c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas formé dans 6 mois, il faudra du temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui est un appui par compagnonnage important. Il y a des outils qui sont évidents et qui sont des vrais plus, l'outil de dépistage qu'on a vu et le forfait précoce. Après, les limites, c'est qu'il faut que tout le monde s'engage. Donc ça, il y a encore quelques résistances. La plateforme est vécue parfois comme une unique source de financement et ça n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un dossier pour un financement de bilan, c'est la plateforme qui va
valider les recommandations de bilan. L'idée étant qu'on ne parte pas dans des parcours incohérents avec des tas de bilans qui se superposent les uns les autres, mais qu'il y ait une vraie coordination. Et j'insiste sur le terme coordination, je pense que c'est essentiel. C'est d'autant plus vrai s'il y a des plateformes 7-12, parce que ce sont des enfants pour lesquels on va avoir des comorbidités, et des aspects qui seront très imbriqués, pour lesquels il faut vraiment insister sur ces temps de coordination. Juste un petit mot sur le carnet de repérage. Clairement, en tout cas, sur la question du TDAH isolé, c'est vrai que je le trouve peu sensible. Nous, on récupère ces enfants par l'intermédiaire du dossier médical qu'on a demandé et qui est complémentaire. Mais c'est vrai que les enfants, globalement, ceux que je vois passer un peu à l'as sur le carnet de repérage, c'est les enfants qui portent un TDAH isolé. Et pour tous les autres enfants, dans les TND, je trouve que c'est pas très spécifique non plus pour les TSA qui ont un bon potentiel. Mais encore une fois, c'est des enfants et des familles qu'on va récupérer grâce au dossier médical complémentaire. Voilà. Et puis dernière chose, je le rappelle, on entre dans le parcours, donc ce sera quand même ma conclusion. Il faut aussi accompagner les parents, l'entrée dans un parcours. Pour beaucoup, ce sont des familles qui n'ont pas forcément vu les difficultés. Il y a toute la question de l'annonce diagnostique, il y a toute la question du temps des parents, et il faut quand même que cette dimension soit prise en compte. On ne peut pas brusquer, on ne peut pas demander à tout prix des bilans, on ne peut pas envoyer des dossiers, bien sûr, sans l'accord des parents. Ce point-là, à mon avis, est essentiel. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, super. Effectivement, la transition est toute trouvée avec Frédéric Amsalem et Thomas Villemontex qui m'ont parlé de la place des psychologues, qui est à la fois une place, vous savez qu'il y a des neuropsychologues qui font des bilans, qui font des évaluations. Enfin, je caractérise un petit peu, j'exagère. Et il y a aussi quand même toute cette partie d'accompagnement qui est quand même essentielle. Tout le parcours 1 an diagnostic est un parcours qui est très angoissant pour les familles. Et donc, il y a vraiment une place essentielle des psychologues dans ces plateformes. Et donc, je vous passe la parole pour en parler. Coupez le micro. Vous avez coupé le micro. Frédéric, partage, en fait. Bonjour, excusez-moi. Je suis Frédéric Amsalem, donc je suis psychologue en libéral et aussi à l'hôpital Robert Debré et un peu en collaboration avec l'Institut Pasteur. Et donc, on a été invité à travailler justement sur les interventions des psychologues dans le cadre de la plateforme par Delphine Cornet. Et donc, du coup, je vous dis en quelques mots l'état des lieux du travail qu'on a fait et les choses qui sont un peu en cours et qu'on va développer. Donc, du coup, le décret relatif au parcours de bilan intervention précoce, il inclut donc des psychologues et donc qui peuvent inclure les prestations suivantes. Donc, une évaluation qualitative mais aussi quantitative, c'est important, des compétences de développement de l'enfant et, si nécessaire, donc des tests neuropsychologiques plus étendus et plus spécifiques au développement cognitif, affectif et socio-communicationnel de l'enfant. Des interventions précoces en lien avec l'ensemble des évaluations qui ont été faites et qui sont disponibles pour des psychologues qui détiennent une expertise dans chacun des domaines, TDAH, TSA, déficit intellectuel, tous les troubles neurodéveloppementaux qui seront évalués par la plateforme également. Donc ces interventions, elles sont des interventions précoces et qui doivent respecter les recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui sont établies par la HAS pour chaque trouble neurodéveloppementaux et qui s'appuient sur des programmes respectueux de l'état actualisé des connaissances scientifiques. Donc, qui peuvent évoluer au cours des années, mais à chaque moment, il faut que ce soit vérifié et validé scientifiquement. L'expertise du psychologue lui permettra de proposer une approche donc personnalisée et réévaluée, donc du coup avec au cours des bilans qui seront faits, des évaluations qui permettront de communiquer avec les familles et les professionnels, et donc qui seront établies en fonction des compétences de l'enfant au moment où on le rencontre. Donc on aura identifié les besoins spécifiques de ces enfants.
Donc les outils pour l'instant, alors là c'était la partie un petit peu du décret. Là on travaille sur l'arrêté qui essaye de déterminer un petit peu l'ensemble des outils qui sont validés, qui peuvent être utilisés dans les troubles neurodéveloppementaux. Donc il y a beaucoup d'outils que je vais pas détailler ici, mais enfin en tout cas ils sont beaucoup des outils avec des approches comportementales en particulier parce que c'est des enfants jeunes et il y en a une grande partie pour les patients TSA. Il y en a certains aussi qui sont plus spécifiques aux enfants avec un TDAH, comme les groupes d'affirmation de soi, la remédiation cognitive, les thérapies comportementales et cognitives qui sont aussi également utilisables dans les autres approches neurodéveloppementales. Donc, on a essayé de cerner toutes les approches validées et de pouvoir, du coup, grâce au contrat avec les psychologues, pouvoir être sûr que ces personnes sont capables de mettre en pratique ces outils-là. Par ailleurs, et là je laisse la place à Thomas sur les outils mobilisables. Là, c'était les outils mobilisables pour les enfants. Et là, on va voir un petit peu des outils mobilisables à destination des familles. Et, tout à fait, merci Frédéric. Donc Thomas Villemontet, je suis aussi psychologue clinicien, maître de conférence à Paris 8. J'ai été aussi invité à l'image de Frédéric, donc dans le groupe de travail, de réflexion sur la place des psychologues, donc autour de ce forfait précoce. On est arrivé dans un groupe qui était d'abord avec une orientation assez forte TSA, donc on est venu apporter une expertise TDAH pour aussi défendre et représenter les patients et les familles, donc avec des diagnostics de TDAH. Et c'est vrai que donc dans les outils qui ont été référencés, donc comme l'a dit Frédéric, c'est une liste évolutive. Mais au regard des connaissances scientifiques disponibles actuellement, il y avait des outils destinés directement aux patients. Et puis, il y a un ensemble de programmes d'intervention qui vont, elles, plutôt cibler l'accompagnement parental, puisque les parents, bien sûr, sont en besoin face à ces situations familiales, dans l'accompagnement avec leur enfant, eux-mêmes, de bénéficier de différents outils. Alors, on a eu une très belle présentation mardi sur ces différents outils de guidance parentale par le docteur Nathalie Franc. Donc, je ne vais pas revenir largement dessus, mais on va retrouver différents programmes qui ont des principes similaires. Ils ont notamment les groupes Barclay, le programme Triple P, donc des pratiques parentales positives, le programme Ces années incroyables, qui par exemple est mis en œuvre à Montpellier dans le service du professeur Pirper-Wakil. Et voilà, donc ces interventions figurent dans les options pour les psychologues. Donc on en a aussi parlé mardi. Certains psychologues commencent à les pratiquer. Il y a des lieux de formation en France qui existent, et donc on espère que ça va aussi accélérer la dissémination de ces outils. Voilà. Plus spécifiquement par rapport au TDAH, c'est ce qu'a dit le docteur Monge. C'est vrai, nous aussi on a eu un travail un peu secondaire, complémentaire avec Frédéric, qui a été aussi d'être force de proposition récemment par rapport à la grille de repérage, puisqu'effectivement, telle qu'elle avait été construite au début, et notamment avec une orientation assez forte vers le TSA, si on suit les critères actuels de la grille initiale, on ne fait pas rentrer dedans ce qui a été appelé les TDAH isolés par le docteur Monge, c'est-à-dire des cas de TDAH pur, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, quand il n'y a pas d'autres troubles associés. Actuellement, avec les critères initiaux de la grille, ils ne sortent pas directement. Et donc, on a initié une réflexion avec Madame Corlet, donc pour essayer de voir comment on pourrait modifier cette grille. Donc, je crois que c'est une réflexion en cours. Peut-être qu'elle pourra vous en reparler par la suite. Mais c'est vrai que le but étant que vers 4, 5, 6 ans, 7 ans, les familles, quand il y a déjà des tableaux précoces de TDAH, puissent bénéficier de ces suivis rapidement, et non pas qu'on attende 7 ans, 8 ans quand les problématiques scolaires et familiales ont commencé à s'accentuer et à s'aggraver. Voilà, merci. Je crois que je redonne la parole à Monsieur Bonneau. Très bien. Voilà, c'est beaucoup. Alors, c'est Diane Pirper qui va conclure un peu, qui va pas vous présenter de PowerPoint, qui va parler directement comme ça. Elle va vous parler à la fois beaucoup de questions sur la formation, sur la différence évidemment de type de diagnostic des médecins, questions que nous n'allons pas éluder. Et je sais que Diane fera ça très bien. Beaucoup, c'est un peu pas mal de questions là-dessus. Et puis, question un peu elle vous parlera également un peu des parcours et des liens justement entre les médecins hospitaliers et les médecins de ville, et en particulier les généralistes. Diane, c'est tout à toi pour, disons, 5 minutes assez rapides, de manière à pouvoir que tout le monde puisse poser les questions avant la fin qui est prévue à 45.
Très bien, merci beaucoup Olivier et bonsoir à tous. Donc je suis en effet très heureuse d'être parmi vous pour parler un peu de la formation. Je vais déjà vous parler de formation sur le terrain, c'est-à-dire d'un dispositif apprenant qu'on essaye de développer à Montpellier autour des liens entre la pédopsychiatrie et la médecine de ville, que ce soit les médecins généralistes et les pédiatres. Donc pour le moment, c'est encore à l'état de projet. C'est pour les plus de 7 ans et c'est quelque chose comme on va dire une préfiguration ou quelque chose qui va pouvoir évoluer vers probablement les plateformes qui vont se mettre en place aussi pour les plus grands. Mais en fait, l'idée au cœur de ce dispositif qui s'appelle un dispositif de soins partagés, c'est finalement que le médecin généraliste est pour un certain nombre de jeunes vraiment au cœur de leur parcours et qu'ils puissent réinterpeller le niveau spécialisé en fonction des besoins et en fonction des différents professionnels qu'ils souhaitent interpeller. Donc le DSPP, et vous entendez mon chat, je pense, le DSPP, l'idée c'est qu'il y ait aussi une coordination qui évite des bilans et des interventions redondantes, parfois dans différents lieux, des familles qui s'éparpillent, et voilà, donc permettre que le médecin généraliste soit aidé lui et qui puisse aider les familles à construire leur parcours avec une évaluation qui permet soit d'orienter les familles vers des dispositifs très spécifiques ou alors pour les situations stabilisées ou qui sont relativement moins graves, qu'il soit vraiment en première ligne le coordonnateur de parcours. Ensuite, ce dispositif, je dis, est un dispositif apprenant parce que ce qu'on veut vraiment faire, c'est qu'il y ait un enrichissement des connaissances réciproques autour du TDAH. Alors, ça ne va pas concerner que le TDAH, c'est vraiment les relations entre la médecine de ville et la médecine spécialisée avec la possibilité de partager, de faire des conférences, de faire des staffs. Et je pense qu'on apprend très très bien en faisant des staffs pluriprofessionnels et qu'on permette aux médecins généralistes, du coup, avec des moyens techniques innovants et faciles, donc des sortes de groupes d'échanges rapides, plutôt que des courriers extrêmement longs, extrêmement complexes, pouvoir envoyer des questions rapides, interpeller un professionnel au sein de ce dispositif. Après, donc ça c'est un dispositif apprenant qui est intéressant, qui est déjà en psychiatrie d'adulte et en médecine libérale quelque chose qui existe à la fois à Toulouse et à Versailles en partenariat entre les dispositifs hospitaliers et l'URPS, donc la médecine libérale. Voilà, et quelque chose qu'on aimerait vraiment adapter à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Deuxième point est un peu différent, cette fois-ci pour la formation universitaire. Vous savez peut-être pas, mais en tout cas, il existe actuellement une réforme du second cycle des études médicales. Et dans le cadre de cette réforme, ce qui a été fait au niveau du collège national universitaire de psychiatrie, c'est qu'on a pu sécuriser et développer la place du TDAH dans la formation initiale médicale. Et ça a été quelque chose, je ne reviens pas sur les détails que Olivier Bounot connaît bien, mais ce que je peux vous annoncer, et c'est très récent comme information, puisque ça a été validé la semaine dernière, c'est que le TDAH va rester va devenir, parce que ça ne l'était pas, une connaissance de rang A, c'est-à-dire que tout médecin en formation va apprendre les bases du diagnostic du TDAH. Et c'est quelque chose qui est important parce que c'est le TDAH au sein des troubles du neurodéveloppement et c'est vraiment comme ça qu'on l'a construit dans le collège. À part ça, donc le fait d'avoir validé la place du TDAH, on va aussi développer un référentiel. Ce référentiel va du coup être diffusé au niveau national, pareil pour tous les médecins dans leur phase socle, c'est-à-dire avant même la phase de spécialisation. Et c'est, je pense, quelque chose de très important parce qu'il faut savoir que dans cette phase avant la spécialisation, dans la réforme, il y a un tiers de connaissances qui a été, on va dire, repoussé vers les phases spécialisées pour mettre en place plus de compétences et plus de valorisation du parcours. Et c'est donc très très important que le TDAH se soit retrouvé dans un item de rang A, donc nécessaire
pour absolument tous les médecins en formation. Voilà un peu les messages centraux autour de la formation médicale. Il y aurait beaucoup plus de choses encore à dire, mais on me donne 5 minutes et je pense qu'il faut laisser de la place aux questions et réponses. Merci. Merci beaucoup, Diane. Mais effectivement, tu as bien fait d'insister là-dessus. Ça paraît comme ça des choses un peu techniques, mais ça change tout. Que tous les médecins puissent avoir entendu parler du TND, du trouble du neurodéveloppement et du TDAH avant même d'être devenus spécialistes ou médecins généralistes, parce que c'est beaucoup des connaissances qu'on a acquises initialement qui vont être très inscrites en nous. Et c'est très difficile de changer des connaissances après. La formation continue, ça existe, mais c'est pas toujours très facile. Donc c'est vraiment une belle victoire qui est un peu technique, mais qui a été obtenue la semaine dernière grâce à toi, grâce à la présidente du Collège national universitaire, Marie-Rose Moreau. Enfin, un travail collectif vraiment très bien. Alors là, peut-être on a du coup maintenant un bon quart d'heure de questions. Un certain nombre ont été répondus directement online. Peut-être là, je passe un peu la parole à Christine qui a bien regardé les questions et qui peut-être peut nous faire un petit combiné. Olivier, avant que Christine fasse le tri des questions, j'en ai une ou deux où j'ai voulu taper la réponse et j'ai raté. J'espère que j'ai pas rejeté la question. Je m'en excuse pour les personnes qui se seraient heurtées par ça. Je voulais quand même revenir sur le groupe de travail des psychologues. Donc les travaux ne sont pas terminés parce qu'ils ont été brutalement interrompus par le Covid et malgré mes efforts pour maintenir actif ce groupe, il nous manquait les directions d'administration centrale pour aboutir sur 2 points. Le premier, ce sont les tarifs et ça se négocie avec les syndicats professionnels. Encore faut-il avoir des interlocuteurs et malheureusement ils géraient la crise financière des établissements. Et 2, nous travaillons à finaliser les aspects succession de bilan puisque il fallait comme pour tout le parcours, il faut structurer quel bilan on attend des psychologues. Voilà. Le groupe a été particulièrement actif et fructueux et je tiens à souligner que même si à la fin on ne sera pas forcément d'accord sur les tarifs, puisqu'évidemment il y a une négociation, je pense que Frédéric et Thomas confirmeront que il y a eu un certain consensus qui émergeait des travaux du groupe. Voilà. Donc, ce qui a été présenté, dévoilé, n'est pas véritablement un secret. Le groupe a travaillé véritablement de manière très apaisée sur ces sujets-là. Donc ça, c'était le premier point. Sur le deuxième point, sur le guide de repérage, puisque comme il y a quelques remarques qui remontent, je pense qu'il est important de souligner comment il a été fait. C'est un guide de repérage qui a été élaboré pendant plus de 6 mois avec un ensemble d'experts reconnus au niveau national et autour d'outils d'évaluation des trajectoires développementales qui faisaient consensus au niveau international. Ces outils existent, ils sont parfois extrêmement complexes. L'enjeu était de les faire basculer dans une maniabilité accessible pour des premières lignes en charge du repérage et non pas du diagnostic. Donc il fallait faire cet effort-là. Donc on ne balaye pas d'un revers de main des outils bilanciels que pourraient faire les pédiatres, les médecins généralistes quand ils les maîtrisent. Ça n'est pas du tout l'objectif. Simplement, on dote d'un outil d'alerte les médecins qui souhaitent engager ce parcours. C'est assez différent, donc on ne balaye pas non plus d'un revers de main la MCHAT quand elle est utilisée pour les enfants potentiellement autistes, etc., etc. Donc vraiment, c'est très important de dire ça. Donc par rapport à cette grille qui fait un consensus d'experts, maintenant il y a un impératif, c'est d'avoir un retour d'expérience des plateformes, bien sûr, et une évaluation scientifique de sa sensibilité. Même s'il y a consensus, il y a des évaluations qui sont en train de se lancer sur le territoire. J'ai connaissance de 2-3 équipes de recherche qui se montent pour mesurer sa sensibilité et sa capacité à repérer les enfants sur le 0-3 ans et sa sensibilité et sa capacité à repérer l'ensemble des enfants avec troubles du neurodéveloppement, dont les TDAH, sur le 3-6. Donc, il y a vraiment un travail là qui doit être mené.
et on ajustera cette grille avec le débat qu'ont porté Thomas et Frédéric, et j'ai mis dans la boucle Diane qui a été destinataire de leurs remarques sur qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme indicateur pour mieux repérer les enfants TDAH. Voilà. TDAH isolé, s'entend. Hein. Voilà. Donc je me tais maintenant, mais je voulais quand même souligner ces deux aspects. C'est très important, d'autant, voilà. Il y avait beaucoup de questions aussi sur la question du diagnostic et du parcours de soins. Donc, mais Delphine me corrigera, et il me semble qu'on peut répondre que les plateformes, elles sont là pour accompagner le processus de diagnostic et enclencher le plus rapidement des soins, y compris même quand le diagnostic n'est pas encore totalement consolidé. C'est l'idée d'être un peu rapide. Et c'est très important, notamment pour la question du TDAH, qui nous réunit un peu, où il y a quand même des retards au diagnostic. On avait montré, et Diane était déjà de l'aventure avec Hervé Cassis et d'autres il y a quelques années, à quel point, Michel aussi, à quel point le retard au diagnostic dans le TDAH était important, alors un peu dans le monde, mais aussi pas mal en France, avec des délais, Michel se rappellera peut-être mieux que moi, ou Diane, d'au moins 4 ou 5 ou 6 ans selon les périodes et les âges. Et donc, c'était vraiment important de faire les diagnostics précocement, y compris dans le TDAH. Christine, peut-être d'autres questions que tu as pu synthétiser un peu? Je vais juste rebondir sur cette question du retard au délai diagnostic où on a fait une enquête en 2011, donc pas si vieille que ça, mais bon, qui commence à dater maintenant, où on était quand même on était à plus de 3 ans, on était à 3 ans environ, et l'enquête de 2018, on était à 2 ans. Donc on est encore, on progresse, mais tout doucement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que sur la notion de parcours de soins, le parcours de soins dans le TDAH, s'il en existe un, il est lié au système débrouille qu'on a un petit peu monté entre parents depuis des années pour arriver à se sortir d'affaires. Mais il n'est pas structuré, et c'est quelque chose que la stratégie nationale a bien pris dont vous avez pris la mesure, n'est-ce pas Delphine, et pour lequel vous essayez là on est sur l'intervention précoce, on fait un premier, mais après derrière on fait quoi une fois qu'on a dit bon bah il a un TDAH, on a lancé des Oui, je pense qu'il faut revenir effectivement, Christine, là-dessus. C'est que on a aussi un changement de stratégie par rapport à ce qui était fait jusqu'à présent, où il semblait qu'il y avait une clé de voûte qui était magique, qui était la formation. Et donc, on en revenait systématiquement à la formation, comme pour tout autre trouble et pathologie. Donc, dans ces cas-là, il y a des telles demandes que on se retrouve dans un dialogue de sourds avec les directions en charge d'organiser la formation des professionnels qui nous disent à vous écouter, on devrait rajouter 3 années de plus de formation pour que les professionnels de santé soient exactement sur le terrain formés. Donc, effectivement, il y a la clé de voûte formation et ne nous leurrons pas, elle est très importante. Et donc, les travaux qui sont menés sont fondamentaux sur cet aspect-là et on continue à mener de front la formation initiale et la formation continue pour que, évidemment, partout dans le territoire, les familles rencontrent des professionnels formés aux troubles. Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect systémique. C'est-à-dire que c'est si on ne met pas en place les outils pour les professionnels tout au long du parcours pour qu'ils puissent se situer et intervenir correctement, il y a un ensemble d'éléments qui ne participent pas à de la fiabilité et de la fluidité du parcours. Je sais que ce sont des propos très techno, mais je vais en revenir à l'exemple que donnait Anne Monge sur son territoire. Exiger que l'ensemble des lignes 2 sur un territoire se parlent aboutit de fait à les forcer à avoir les mêmes propos diagnostiques, à uniformiser un peu leur vocabulaire tout bêtement et voire aller jusqu'à une harmonisation de leur pratique. On ne peut pas aller à 2 pâtés de maison d'à côté et avoir une pratique qui est complètement à l'opposé de ce que vont faire toutes les lignes 2 sur un territoire. Donc, normalement, il y a un effet boule de neige qu'on attend.
Donc c'est un effet boule de neige qui parfois est très dynamique sur les territoires. On voit bien que le dialogue entre les lignes 2, il est très fourni. J'ai assisté à des séances de comité de pilotage dans certaines régions. Je peux vous assurer que c'était pas du blabla, c'était très concret, c'était autour de dossiers d'enfants, c'était autour des prises en charge, c'était autour du fait qu'on ne laissait pas tomber les familles et autour des recommandations de bonne pratique. Donc c'était très concret ce qui se passait. Donc ça, on enclenche cette dynamique-là. Et par l'enclenchement de la dynamique du repérage au diagnostic, on imagine bien qu'on ne va pas laisser tomber les familles comme des crêpes une fois qu'on aura fait le diagnostic. Allez, bye bye, au revoir. On a structuré la première partie du parcours. Vous vous débrouillez maintenant. L'enjeu est de structurer l'ensemble. Il fallait bien commencer par quelque chose. Alors, on a commencé par cette brique-là et on sait que les exigences qu'on formule, qui sont parfois élevées à l'égard des professionnels, entraînent un changement de pratique, y compris pour la suite du parcours. Donc, on fait ce pari-là et on le voit aussi dans les territoires. Donc, ne considérons pas que le diagnostic est finalement une sorte de condamnation à avoir un parcours erratique. Et ça m'amène à répondre à certaines questions qui disent « Ah, mais j'ai déjà commencé avec un psychologue, donc ça veut dire que j'ai plus le droit de rentrer dans le parcours alors qu'il y a une plateforme sur mon territoire. » Que vous ayez un bilan d'un psychologue ne veut pas dire que vous ayez un diagnostic. Un diagnostic, c'est pluridisciplinaire, c'est posé par un médecin. Enfin, il y a quand même un ensemble d'éléments. C'est pas un bilan qui tout d'un coup va aboutir à ce que vous soyez exclu du parcours. Donc, faites la démarche avec le professionnel qui vous accompagne, d'être adressé à la plateforme, parce que la plateforme pourra structurer le parcours et éventuellement financer d'autres professionnels dont vous avez besoin. Donc, voilà, un bilan ne veut pas dire diagnostic. Et je pense que c'est important de le redire. Et je me tais maintenant. Oui, parce qu'il faudrait faire des réponses un peu plus courtes. Je pense que ce serait bien aussi. Et je voulais prendre une ou deux questions quand même. Est-ce que ce sera les mêmes plateformes pour les 0-7 ans et pour les 7-12 ans? Ou est-ce qu'il va y avoir des nouvelles plateformes spécifiques pour cette réponse courte, pas forcément. Quand elles auront la capacité de le faire, oui. Si elles ne sont pas dans la capacité de le faire, non. En revanche, il est probable qu'autour de la table, dans la coordination des partenaires de la plateforme, il y ait une grande majorité de structures qui soient les mêmes. D'accord. Est-ce que les professionnels auront accès aux fiches de repérage remplies par le médecin? Ça dépend des professionnels et c'est toujours, ça dépend toujours de l'accord des familles. C'est-à-dire, on n'a pas un professionnel qui envoie la fiche de repérage à tout le monde alors que la famille n'a pas donné son accord. Le professionnel, la première chose qu'il fait, c'est donner la fiche de repérage à la famille. Après, je laisse Anne détailler peut-être le parcours qui se passe en Isère. Oui, effectivement, Delphine, la fiche de repérage, en tout cas sur le carnet de repérage, c'est un outil pour que le médecin, il y a des questions sur est-ce que c'est que le médecin généraliste, pédiatre, non, c'est tous les médecins. L'idée étant qu'il y a un temps, en tout cas, d'examen clinique et d'échange avec la famille. Après, l'ensemble des professionnels soignants qui participent au parcours, de fait, il y a un échange d'informations après, bien sûr, accord des familles. Si la question c'est est-ce qu'on diffuse à tous les professionnels qui sont autour de l'enfant des éléments médicaux, non. Après, il y a des temps d'échange, si c'est à l'école avec l'instituteur, le médecin d'éducation nationale, mais qui reste de toute façon dans le cadre du secret partagé qu'on doit avoir dans ces parcours coordonnés. Alors, une question sur le forfait d'intervention précoce jusqu'à 12 ans, à partir de 2021. À quelle date exactement sera-t-il effectif? Boule de cristal, s'il vous plaît. On va travailler d'arrache-pied pour que les premières plateformes se montent en 2021. Après, sur le 07, on a eu l'année 2018 consacrée à tous les aspects réglementaires, et c'était pas simple, et scientifiques. L'année 2019 a été consacrée au déploiement des plateformes et on a conclu l'année avec 27 plateformes sur 93 prévues. Donc, il nous faut pour monter des plateformes à peu près 2 ans et demi pour couvrir l'ensemble du territoire. Et c'est pas faute d'énergie déployée, je vous assure, y compris du niveau national et territorial, et y compris de professionnels de santé mobilisés dans les territoires. Parfois, ça amène à
démonter un écheveau de structures, empiler les unes et les autres, peu habitués à travailler ensemble, et ça impose de mettre autour de la table beaucoup de gens. Donc ça n'est pas forcément simple. L'objectif est d'être efficace dès qu'elles sont ouvertes. Peut-être que sur le 7-12, on sera, je sais, je suis trop longue encore, mais peut-être que sur le 7-12, on sera plus rapide parce qu'on aura l'expérience du 0-7. Et notamment, une grande partie des plateformes 0-7 nous ont dit qu'elles avaient en leur sein, c'est-à-dire une des structures en leur sein, était en capacité de porter le 7-12. Voilà. Donc, je voudrais, alors, il y a quelques points que j'aimerais, d'abord parce qu'il y a des questions sur les traitements, les médicaments, savoir s'il y aura une ouverture à d'autres médicaments dans le cadre du TDAH. Et puis, j'aimerais aussi qu'on revienne sur les questions de formation. Et je sais qu'il y a le professeur Castelnau qui avait une remarque à faire. J'aurais aimé, si c'est possible encore, parce qu'on va dépasser le temps, qu'on parle de ce que fait la plateforme Start, qui est très intéressant. J'avais invité Muriel. Il y a Muriel Poher qui est là, oui, bien sûr. Donc, Pierre qui voulait parler de ce que font les neuropédiatres, parce qu'ils sont pas souvent, pas toujours suffisamment associés dans les démarches, bien qu'ils soient présents dans la stratégie nationale, mais peut-être pas toujours. Ils sont pas très nombreux, nos neuropédiatres en France. Donc, ils sont pas assez nombreux. Et il faudrait que ce soit plus. Voilà, c'est ça. Donc, Muriel, pour nous parler peut-être un tout petit peu de Start en 1 minute, et puis Pierre. Alors, Muriel, dans les conférenciers, si j'ouvre son micro. Muriel, elle est là. On n'a pas d'image, mais elle est présente. On a le son. J'ai beaucoup trop de coupures, donc j'espère que vous m'entendrez correctement. Oui, c'est bon. Donc, c'est vrai qu'on porte un projet multipartenarial qui s'appelle Start, avec la filière déficience et d'autres partenaires. On a une démarche très humble, hein, mais on avance pas à pas, à la fois pour expérimenter cette démarche. Donc Start, c'est service territorial d'accès aux ressources transdisciplinaires, et c'est une démarche qui vise à mettre en œuvre en territoire des formations croisées qui rassemblent des professionnels du soin et de l'accompagnement de deuxième ligne. Donc tout professionnel est invité à partager ce dispositif qui vise donc à améliorer d'une part, décloisonner les stratégies professionnelles de soins et d'accompagnement et soutenir leur coopération autour donc d'un socle commun de connaissances qu'on a conçu donc au fil des mois et qui propose 8 modules très génériques, je dirais, sans que ce soit négatif, sans que ce soit surtout négatif, puisqu'il s'agit de livrer à ces professionnels des principes d'intervention, des clés de lecture qui vont leur permettre de mieux travailler ensemble à tous les stades du parcours, à tous les stades de la trajectoire développementale de la personne. Donc, dès la petite enfance, mais en englobant aussi l'adulte. Voilà. Et donc, on insiste bien évidemment sur l'importance de l'intervention précoce, mais on va au-delà puisqu'on aborde les troubles du comportement, les apprentissages. Voilà. On est très humble puisque il s'agit de 2 fois 2 jours seulement. Il ne s'agit pas de pouvoir faire en sorte que les professionnels deviennent des spécialistes de tel outil ou de telle intervention, mais c'est de leur faire comprendre que collectivement, ils peuvent beaucoup pour à la fois les enfants et les adultes dont ils ont à construire le projet individualisé de la personne. Non, mais même si c'est 2 jours, ça peut être très formateur. C'est en plus quelque chose auquel les neuropédiatres vont associer un certain nombre de pédopsychiatres. Les psychiatres dans leur ensemble, pour tous les âges de la vie, ont une initiative un peu similaire sur quelques jours de formation pour pouvoir former un peu les gens, et également en associant les pédiatres, les généticiens, enfin les participants à tout ça, même les neurologues adultes. Donc de toute façon, c'est très bien, même si c'est court. Pierre Castelnau, peut-être qu'un petit mot de
quasi-conclusion parce qu'on a dépassé le temps et on ne voudrait pas abuser du temps de nos conférenciers. Il y a au moins une personne dans les spectateurs à qui tu voudrais donner la parole aussi. Dans le côté Merci de me donner la parole. Je vais tâcher de ne pas dépasser quelques secondes. Simplement pour rappeler effectivement pour tous les auditeurs que beaucoup de ces plateformes sont portées par des pédiatres au travers des camps et qu'effectivement il est très important de songer, de veiller à la formation des porteurs et des pédiatres. Alors, pour compléter ce qu'a dit le professeur Purper, je voulais effectivement souligner, mais ça vient d'être dit, que la plateforme START est une ressource de formation exceptionnelle. Deuxièmement, que dans le domaine de la pédiatrie, de la formation des pédiatres, l'option de neuropédiatrie vient d'être officialisée maintenant depuis plus d'une année. Et donc, au sein de ce cursus de formation, se sont développés beaucoup de modules de formation à l'intention, en ce qui concerne les TND justement. Et nous avons également orienté au sein de la Société française de neuropédiatrie une commission spécifique qui avant s'appelait commission troubles cognitifs et qui maintenant s'appelle commission TND. C'est pour simplement illustrer le fait que tout le collège de neuropédiatrie, toute la Société française de neuropédiatrie est très mobilisée aussi sur les TND. Et il y a aussi un DU, un diplôme universitaire de troubles du neurodéveloppement qui a été créé, qui est coordonné à Lyon. Je pense qu'il y en a plusieurs et auxquels beaucoup de spécialistes participent pour former les jeunes médecins, les jeunes pédiatres, les jeunes neuropédiatres, les jeunes pédopsychiatres au TND. Donc il y a une véritable dynamique extrêmement forte et je pense que c'est important pour les adhérents et les familles de le savoir. Et puis je voudrais adresser un tout dernier point rapidement pour dire que ces plateformes, il ne faut pas perdre de vue qu'elles ont un objectif principalement de diagnostic et de diagnostic précoce. Et ça semblait important pour tout le monde, mais il faut le redire pour ceux pour qui ce n'est pas évident, qu'il était important d'avoir des diagnostics de qualité pour pouvoir mettre en place des prises en charge de qualité. Et qu'on a trop vu des prises en charge faites sur des diagnostics qui étaient faits de manière un peu perfectible et qu'effectivement, l'objectif, c'est d'aller ensuite vers de la mise à disposition de moyens de prise en charge, mais que d'abord, il y avait une priorité et d'équité territoriale pour avoir des diagnostics beaucoup plus solides qu'auparavant. Et il faut vraiment saluer cette opération extraordinaire qui est en train de se dérouler. Merci. Merci à toi. Oui, et donc, il y avait Florence Crépin que j'ai mis dans la salle intervenant. J'active son micro. Alors, elle a disparu. Non, je suis là. Tu avais une question. Oui, elle est là. Bonjour, posez votre question. Moi, mais j'ai pas de question, Christine. Si. Ah, mais tu avais levé la main. Et donc, du coup, voilà. Ben, j'ai cru que tu avais une question. Et donc, j'en pose une dernière. J'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient est-ce qu'il y aura et ça rebondit sur le propos qu'a eu Pierre. Et est-ce qu'il y aura des plateformes pour les ados Voilà. Mais c'est vrai que les ados et les adultes, il y a un gros problème pour le diagnostic parce que comme ils n'ont jamais été diagnostiqués avant, ils ont un peu la double peine, quoi. Alors, j'ai pas la réponse exacte à cette question parce que je ne lis pas dans les boules de cristal et effectivement, le fait qu'on ait fait le 0,7 et qu'on ait annoncé le 7-12 amène énormément de questions sur l'après 12 ans. Et il s'avère que il y a plein de dynamiques au niveau national justement pour parler de la situation de l'adolescence et des jeunes adultes et que c'est pas une question qu'on délaissera. Mais là, pas de plateforme annoncée à ce stade. On travaille quand même main dans la main avec Franck Bellivier, qui est le délégué à la santé mentale rattaché au ministre de la Santé, sur ces questions d'adolescence où effectivement un certain nombre d'adolescents non diagnostiqués combinent après des difficultés en santé mentale qui sont dues à l'absence initiale de diagnostic de leur trouble principal. Donc, on est bien conscient de ça et on va y travailler avec le copil psy, ce qui me permet de reboucler avec la question de la neuropédiatrie. Nous,
on travaille extrêmement bien avec la pédopsychiatrie, la psychiatrie et la neuropédiatrie, et on constate que dans les régions les plus dynamiques et les territoires les plus dynamiques, il y a une alliance très très forte entre neuropédiatrie et pédopsychiatrie, et on s'en réjouit. Donc on constate que voilà, on a besoin des deux professions pour bien avancer sur ce sujet-là, et on se réjouit quand elles sont raccord dans les territoires, parce que ça nous aide très très fortement. Voilà. Donc je salue les initiatives qui, je ne sais pas si c'est un alignement des planètes ou une conséquence de l'initiative qu'on a eue d'ouvrir à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement une partie de la politique initialement centrée sur l'autisme, mais on voit effectivement se développer des formations extrêmement concrètes dans les territoires, des formations qui sont portées par cette alliance neuropédiatrie et pédopsychiatrie, et on s'en réjouit parce que ça répond à une partie de cette question qui est de mieux former les professionnels, sachant qu'en plus ça répond à une demande des professionnels. J'ai cru comprendre que certains de DIU, TND ou autres sont pris d'assaut avec une vraie difficulté à faire une sélection des futurs médecins qui seront formés dans ces formations. Donc on se réjouit de cette boule de neige. Voilà. Valide de la tête. C'est une alliance très importante qui est en plus particulièrement efficiente dans la question du TDAH. Elle est particulièrement. C'est vraiment un terrain où l'alliance neuropédiatre-pédopsychiatre est très forte. Il y a Claudine Casavica, là, une de nos bénévoles, qui souhaite parler. Et après, il faudra conclure, je crois, pour ne pas abuser du temps de tout le monde. Hein. Oui, parce qu'il y a les enfants qui attendent souvent. Donc, Claudine, tu peux parler? Ou les chats. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, simplement, je voulais dire, donc moi, je suis sur le territoire de la Haute-Savoie. Je suis bénévole, voilà, aussi pour le 69, autre chose, on va dire. Voilà, je suis vice-président de l'association aussi. Ce que je voulais dire, c'est que sur mon département, la Haute-Savoie, en fait, on est en train de travailler avec le centre hospitalier régional Annecy-Léman, avec d'autres associations et d'autres structures autour du handicap, sur une plateforme qui accueillerait les 7-25 ans. Donc, on s'occupe des adultes. On sait très bien que tous les troubles neurodéveloppementaux ne s'arrêtent pas à 18 ans. Et la volonté localement ici, c'est de s'adresser aux 7-25 ans. Voilà. Merci. Voilà. Christine. Donc, pour qu'elle soit copiée dans d'autres régions. Voilà. Donc, mais il y a encore quelques questions, mais je crois qu'on a plutôt bien. Je crois qu'on arrête. Voilà. Donc, merci Olivier. Je te laisse conclure. Rien, je pense que chacun doit aller s'occuper de ses enfants, de ses chats, et puis de passer une bonne soirée. De toute façon, moi je remercie beaucoup l'association et Christine et tous les bénévoles, parce que j'ai vu le travail des bénévoles dans les réponses, hein. Qui ont organisé ce moment. Merci à tous les conférenciers, à Delphine Corlet, sur un jour de repos normalement, même si en ce moment il n'y en a pas beaucoup, mais enfin de prendre ce temps. Et puis voilà, et j'espère que le genre d'expérience va se renouveler, mais enfin je crois que c'est le vœu de l'association. Et puis merci à tous les participants, à tous ceux qui sont venus et qui se sont connectés. Et j'espère qu'on aura répondu à un certain nombre de questions. Et voilà, je pense que maintenant on peut tous partir et vaquer à nos occupations. Sauf Delphine Corlet voulait dire un petit mot de conclusion. Alors moi c'est le mot de conclusion. Je vais juste dire prochain Zoom le 13 sur prochain Zoom le 13, un peu de pub. Des adultes, le 13 mai, sur les questions des adultes, avec Régis Lopez et Lucien Romeau qui étaient là avec nous. Et je passe la parole à Delphine pour conclure. Voilà. Je conclus en un mot. Merci Christine et le conseil scientifique d'Hypersuper. Et surtout courage pour cette période très compliquée de confinement et de déconfinement relatif selon les régions. On connaît et on mesure l'impact que ça peut avoir sur les enfants et sur la vie intrafamiliale. Et voilà, on est avec vous en pensée chaque jour et même si on n'a pas des solutions immédiates aux difficultés. Oui, je voulais partager avec vous les résultats du sondage. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'ai fait un petit sondage à l'entrée dans
dans les discussions. Donc, quel est votre intérêt sur le sujet? Je suis parent d'un enfant avec des difficultés, 58%. Je suis professionnel de santé, 29%. Je suis enseignant, 3%. Autre, 9%. Et si je suis parent d'un enfant, celui-ci a déjà un diagnostic, 57%. N'a pas de diagnostic, 43%. Donc, voilà, j'avais pas posé beaucoup de questions. C'est informatif. C'était pour partager avec vous ce résultat. Merci à tous de vous être mobilisés, même un jour férié. J'avais pas réalisé que le 8 mai est un jour férié. Quand c'est Michel Ducorroy qui l'a fait remarquer. Ce confinement finit par perdre la notion. On est tout le temps chez soi, quoi. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous de votre mobilisation, de votre disponibilité. Et je ferai remarquer que notre comité scientifique et que la stratégie nationale sont des gens quand même extrêmement impliqués. Je dois dire pour ceux qui restent encore que hier, on a obtenu quelque part, aujourd'hui c'est la libération, le 8 mai, et on a obtenu la libération d'un enfant qui avait été placé à l'ASE juste avant le confinement. Et ça a été conjointement l'œuvre de l'association, de la stratégie nationale et des avocats et de la juge qui ont permis ça. Mais le parcours de cet enfant est assez caractéristique de ce que peut produire un mauvais parcours. Mais c'est pas un mauvais parcours sur toute la ligne, puisqu'il a eu un diagnostic de trouble du spectre autistique dès le départ, mais les parents n'ont pas compris et n'ont pas été accompagnés comme il fallait. Donc il a été envoyé chez une psychologue parce qu'il était triste. La psychologue a dit, mais allez voir mon copain qui est psychiatre, qui est à côté, qui était psychanalyste. Et là, ils ont tourné en rond avec la psychanalyse pour enfin atterrir chez un psychiatre plus neuro, mais qui est très, un petit peu comme Pierre l'a décrivait tout à l'heure, qui est très monotrouble, qui a dit « Oh, mais c'est ce trouble-là, je donne tel médicament, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça donne même des mauvais effets, mais je persiste quand même. » Et ce qui fait que comme il s'est retrouvé hospitalisé, avec des gens qui ont dit « Ah non, mais là, vu tout le nombre de consultations qu'ont fait ses parents dans leur parcours, c'est que c'est des parents qui sont un peu malades. Et cet enfant, il est maltraité, et d'autant plus qu'il se plaignait de ses parents. Et voilà, et donc on l'a placé à l'ASE. Et alors qu'en fait, on voit bien à quel point l'engrenage peut aller tout de travers, et que c'est pas facile de faire revenir. Voilà, et je termine là-dessus, sur cette belle histoire qui se conclut bien. Merci à tous. Bien. Au revoir, Christine. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Bon, bah. Ah, Ah ben. on est toujours ensemble?